À la une, ce soir, c'est parti pour le Grand Prix du Canada. La F1 s'installe à Montréal pour le week-end. Il y a une énergie actuellement à la ville. C'est le printemps. La F1 a été bougée pour la première fois fin mai. Allez vous promener au centre-ville, c'est magnifique ce qui se passe en ce moment. Aussi, ce soir, on vous présente des images exclusives de l'explosion d'une Ferrari qui a causé de graves blessures à un Montréalais. C'est traumatisant. Je dors pas bien. Ça fait presque 2 ans. Et le premier trio se réveille. Les Canadiens prennent l'avance contre les Hurricanes dans la finale de l'Est. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée. Le Québec vit vraiment au rythme du sport depuis quelques semaines et c'est parti maintenant pour le Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Déjà sur la rue Crescent au centre-ville, on peut voir l'ambiance qui est à son comble alors que des amateurs profitent des activités. Tout ça sous un soleil radieux. Et pour l'occasion, on vous a préparé une émission spéciale en ce vendredi et on va aller sur le terrain joindre en direct du circuit Gilles Villeneuve nos collègues d'abord de RDS, Yannick et Frédéric. Également ma collègue Lila. Donc, bonsoir à vous trois. Allô, Sabrina. Allô, Sabrina. Alors, on va commencer avec Yannick et Frédéric parce que les voitures ont pris la piste aujourd'hui au grand plaisir des milliers d'amateurs. Écoute, on est arrivé ici depuis à peu près 12h30 sur le circuit Gilles Villeneuve. La température, elle est excellente. Les gradins sont bondés. Encore une fois, on peut prévoir un Grand Prix du Canada qui va connaître un très, très grand succès. Malgré le fait, Sabrina, que cette année, l'édition a été devancée comparativement aux années dernières. Mais ça n'a pas freiné les amateurs, des amateurs vraiment de Formule 1, de venir sur le circuit Gilles Villeneuve pour voir ce qui se passe en piste. Et j'ai eu l'occasion, moi c'est la première fois là, de ma vie professionnelle que je vois en direct des Formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve. Si vous pensez que ça va vite à la télévision, ça va 10 fois plus vite en piste. Et les gens sont très heureux d'être ici. Vraiment, là, il y a du monde, les gens sont heureux et les pilotes en plus, on le dit depuis le début de la semaine, les pilotes, les écuries le disent. Le Grand Prix du Canada, c'est un des Grands Prix préférés des pilotes et des équipes. Bien justement, les qualifications de la course sprint qui sont en cours, est-ce qu'il est déjà possible de désigner des favoris peut-être pour la course de dimanche? Écoute, j'aurais pu te dire oui, même si c'est la toute première portion de la séance de qualification sprint qui vient de se terminer. Pourquoi il y a du retard? C'est parce que la voiture de Fernando Alonso, malheureusement, a embouti un mur, ce qui fait que ça a entraîné un drapeau rouge. Il y a donc du retard. Ce que l'on peut dire, cependant, c'est que pour le moment, c'est Lewis Hamilton avec sa Ferrari qui est le plus rapide après la première portion de cette séance de qualification sprint, suivi d'Antonelli et Verstappen. Oui, il y a déjà des favoris qu'on peut assurément pointer, entre autres les Mercedes. On se rappelle que c'est eux qui avaient gagné l'année dernière, mais les Ferrari seront également surveillés. On vient de voir la bonne forme de Lewis Hamilton. Et une course sprint, je vous le rappelle, c'est demain. C'est une première à Montréal. Il s'agit d'une course de 23 tours, seulement 100 km, donc beaucoup plus court, avant la grande course de dimanche. Et Sabrina et Frédéric, les amateurs ici sont gâtés parce qu'il y a la course sprint, F1 Academy et F2 également. La F2. La course de dimanche. Exact. Beaucoup de nouveautés. On aura l'occasion d'en parler avec le directeur justement de Formula 1 Grand Prix du Canada un petit peu plus tard dans le bulletin, M. Paradis. Et là, juste qu'on termine, parce que la séance d'essai libre a été interrompue à quelques reprises, mais ce matin, là, ça a été en raison quand même d'une, on pourrait dire, une célèbre visiteuse, mais qu'on connaît quand même très bien. Là. Écoute, c'est une tradition maintenant ici au Grand Prix du Canada. C'est le pilote Alex Albon qui, en piste, a fait la rencontre d'une marmotte, les célèbres marmottes du circuit Gilles Villeneuve. Donc, on a dû interrompre, évidemment, l'activité sur le circuit. Voilà, alors, donc, on vient de vous présenter les images. Vous avez vu, c'est à vitesse très, très rapide. Mais malheureusement, donc, la marmotte n'a pas survécu, c'est le cas de le dire. Ça s'est terminé avec un bris mécanique. Heureusement pour le pilote, ça aurait pu être bien pire. Mais cette fameuse marmotte à Montréal, elle fait encore parler d'elle partout à travers le monde. C'est ce qui, présentement, est en train de trender. La marmotte, oh mon Dieu, mais que Dieu ait son âme à cette marmotte-là. On vous retrouve plus tard. Salut. À tantôt. Bon, maintenant, je retrouve Lila, qui est toujours donc au circuit Gilles Villeneuve. Dis-moi, Lila, bon, bien sûr, on s'attend au week-end qui va être chargé là en piste.
Ouais, ça y est, ça a vraiment commencé. Et en même temps que se passent les qualifications de la course sprint, je t'invite à regarder le nombre de gens qu'il y a derrière moi. C'est une saison 2026 très achalandée hein, sur les tracks, sur la piste, plusieurs compétitions à cause des changements dans le calendrier. Hein. On a eu plusieurs changements à cause des événements au Moyen-Orient. Donc Montréal reçoit la course sprint, mais pour la première fois aussi la course de Formule 2. Et j'ai rencontré le directeur et on pourra regarder ça tout de suite. On est vraiment très content d'être là et c'est vrai que d'apporter au public de Montréal les jeunes pilotes qui seront pour certains d'entre eux un jour en Formule 1 et qui sont les vedettes du futur, de voir les F2 ce matin sortir et tourner sur le circuit, c'était un vrai plaisir. Bon, en plus de la F2, la F1 Academy qui est à Montréal et ça c'est pour une deuxième année consécutive. Là. Oui, et puis c'est très populaire. En fait, je te propose de regarder. J'ai fait un vox pop avec les gens, puis on a des fans ici. Est-ce qu'il y a une équipe que tu aimes le plus? La F1 Academy. Qu'est-ce qui te plaît dans la course? La vitesse. Parce que c'est cool que ce soit pas juste des garçons qui conduisent les autos. Est-ce que vous allez regarder les courses de F1 Academy? C'est sûr. Leah Block. L'année passée, c'était écœurant. C'est le fun parce que ça donne une chance à des pilotes qu'on voit pas nécessairement d'habitude. Les filles ont du talent, fait que je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir un professionnel féminin. Écoute, Sab, j'ai eu la chance de rencontrer Suzy Wolf, la directrice de la Formule 1 Academy, de la F1 Academy. Elle a beaucoup d'espoir pour le sport féminin, le sport de course féminin. On peut l'écouter. Year on year, we see the impact we're having. Will it change overnight that we get a woman into Formula One? No. To see all the young women and girls who are in love with our sport, who are supporting F1 Academy, that's what this is about. It's really about challenging the perceptions of what belongs in our sport and giving these young women the opportunity. We've only had one race so far, but I already see how the level and how competitive it is, how the level's really stepped up. So I'm really intrigued to see this weekend. We have 3 races. Who starts to put themselves in the position of being a title contender? Because right now there's 6 or 7 drivers that I think have shown they have the speed. Alors écoute, au niveau de la F1 Academy, j'ai rencontré beaucoup de monde. Puis il y a une Française qui y travaille. J'ai pu discuter un petit peu avec elle de la sélection des pilotes. Et justement, on a une toute nouvelle pilote canadienne. On peut les écouter toutes les deux. On a mis en place une journée, ce qu'on appelle donc un rookie test, qui est réservé uniquement à des pilotes qui n'ont pas fait partie des pilotes permanentes. Donc on a eu Automne comme ça. Et étant canadienne, on a trouvé que c'était vraiment une opportunité à pas lui faire rater. Automne, elle est là juste sur une course, donc on sait que ça va être compliqué pour elle. I was actually a competitive gymnast before I started racing, but I've always loved dirt biking, snowmobiling, anything that kind of had an engine. So I was like, I really wanted to, give this a go. Kind of crazy because I basically started my racing career right as F1 Academy started. So I kind of got to see how the F1 Academy really brought all these women into motorsport. Sabrina, je te remercie. On va pouvoir regarder toutes ces courses se dérouler. Oui, t'es très chanceuse. Bonne course ce soir, Lila. Bon, au Québec maintenant, le meurtrier de Daphné Jolivet, cette femme de 19 ans, violée et tuée dans sa maison familiale, a été condamné à la prison à vie. Adolescent au moment du meurtre, il a tout de même écopé d'une peine pour adulte. Les explications de Caroline Dumont. La prison à perpétuité, c'est la décision qui a été rendue ce matin à l'endroit du meurtrier de Daphné Jolivet pour le crime sordide qu'il a commis le 25 octobre 2023. Le juge José Réaume rendait ce matin sa décision sur une demande déposée par la Couronne afin qu'une peine pour adulte s'applique dans le dossier de Chimé Baraka Saïba, qui avait 16 ans au moment des crimes. Ce jugement pour le moins étoffé se base sur l'âge comportemental de l'accusé, la nature et la gravité des gestes posés, de même que sur les conséquences sur les victimes. C'est un adolescent qui a commis l'infraction. Il a reçu la plus haute distinction en Chambre de la jeunesse, soit d'être assujetti à une peine pour adulte, vu le caractère des gestes, étant donné qu'il avait l'âge développemental d'un adulte lorsqu'il s'est introduit dans le domicile des Jolivet. Évidemment, soumettre un adolescent à une peine pour adulte n'est pas chose courante et ça demande énormément de travail de la part des enquêteurs et procureurs. D'ailleurs, dans ce cas-ci, des évaluations ont été demandées afin de valider les informations récoltées. Il faut démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il a l'âge développemental d'un adulte. Évidemment, l'équipe du service de police, également des procureurs, a mis tous les efforts nécessaires pour protéger la société. Vous l'avez entendu,
le juge en vient à la conclusion qu'il y a un risque qui est important et significatif pour la protection du public. Alors, visiblement, le juge a utilisé les outils que la loi lui a donnés pour faire en sorte que la Ville de Québec soit en sécurité. Rappelons que le 25 octobre 2023, Baraka était entré de façon aléatoire dans la résidence des Jolivet pour s'emparer d'un couteau de cuisine et de descendre au sous-sol. C'est à ce moment-là qu'il s'en était d'abord pris à Olivier, le frère de Daphné, avant d'agresser sexuellement cette dernière et de la tuer. La peine qui a été prononcée aujourd'hui implique qu'il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant une période d'au moins 10 ans. Bien sûr, la procédure de ce matin a été extrêmement émotive. De nombreux proches de la famille des Jolivet étaient présents, de même que les parents de l'accusé. Un moment particulièrement chargé d'émotions a été celui où le juge procédait à la lecture de l'interrogatoire ou de la déclaration, en fait, qu'Olivier, le frère de Daphné, a fait aux policiers à la suite de son réveil à l'hôpital, dans lequel, d'ailleurs, il détaille avec énormément de précision les événements qui venaient de survenir. Vous l'avez tous entendu, la déclaration d'Olivier, c'est touchant. Ça vient, tout être humain, sensé, ça vient le chercher. Et évidemment, aujourd'hui, ils peuvent se sentir en sécurité. Parce que Chimé Baraka Saïba ne ressortira pas avant un minimum de 10 ans. Alors, le sentiment de sécurité chez eux est très important. Du côté de la défense, on a simplement fait savoir qu'on allait analyser la décision afin de déterminer si on irait ou non en appel. Les deux parties se rencontreront tout de même la semaine prochaine pour débattre d'autres dossiers, notamment celui de la tentative de meurtre et de l'agression sexuelle. Au Palais de justice de Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. L'avocat Daniel Rochefort, accusé de crimes sexuels, va rester détenu jusqu'à la tenue de son procès. Le juge dans ce dossier a rendu sa décision cet après-midi au Palais de justice de Montréal. L'homme de 72 ans fait face à des accusations, notamment d'agression sexuelle sur des mineurs et de production de matériel pédosexuel. Les preuves et les témoignages présentés lors de son enquête sur remise en liberté sont frappés en fait d'une ordonnance de non-publication. Il y a 9 nouveaux chefs d'accusation dans une autre affaire qui ont aussi été déposés, incluant agression sexuelle et contact sexuel pour des gestes qui aura été posé entre 2007 et 2012. L'état de la qualité de l'air sera maintenant disponible plus facilement en ligne. Québec solidaire qui lance un site web pour avoir accès aux données. L'objectif, eh bien, c'est de mieux informer les gens. Les détails avec Mathieu Boivin. La CAQ n'ont aucun intérêt d'améliorer la qualité de l'air, puis n'ont aucun intérêt de donner de l'information aux gens davantage. Chaque fois qu'ils l'ont fait, c'est suite à des pressions pas possibles. Alors, il faut leur pousser dans le derrière. De la fonderie Horn de Rouyn-Noranda à la cimenterie mécaniste de Port-Daniel, en passant par Québec et son port sous haute surveillance, la qualité de l'air fait beaucoup jaser au Québec. Pour pousser dans le derrière, comme dit Sol Zanetti, Québec solidaire a créé Repère, un site web qui regroupe les données de capteurs de particules atmosphériques de toutes les régions du Québec. Juste à cliquer sur la carte de la page d'accueil. On y retrouvera aussi les seuils de sécurité de la santé publique du Québec et aussi ceux préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Et finalement, en fait, je devrais dire politiquement, il y aura aussi de l'info sur comment se mobiliser pour faire pression, des coordonnées d'organismes locaux et des courriels de députés, par exemple. On vient donner à la population un outil crucial pour défendre sa santé et son environnement, c'est-à-dire l'information. Parce que l'information, c'est le pouvoir, et nous, on veut redonner du pouvoir à la population. On l'a vu à Rouyn-Noranda, on l'a vu à Limoilou. Maintenant, on veut que ça se passe partout au Québec. On veut que les citoyens et citoyennes de partout se tiennent debout pour exiger que la santé publique passe avant les profits des pollueurs. Il y a des élections qui s'en viennent l'automne prochain et les solidaires préviennent qu'ils sont le seul parti à se tenir debout devant les multinationales. En tout cas, surtout pas la CAQ, selon eux. Ils ont tellement eu d'occasion d'améliorer la qualité de l'air sans le faire que s'ils avaient eu un intérêt à la descendre, bien, ils l'auraient fait. Mais c'est qu'ils ont un intérêt supérieur, la CAQ, qui est de faire plaisir à Glencore. Ouf, ouais, là, le nickel, ouais, mais là, on avait Glencore, fait qu'on voulait pas que... Ils nous menaçaient de fermer. Alors là, ben, on a augmenté... vous dépassez combien? 5 fois? Ben, on augmente de 5 fois. C'est ça qui s'est passé, tu sais. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a de la politique qui se fait sur le dos de la santé du monde. En attendant le scrutin, le site Repère suscite de l'espoir chez les citoyens mobilisés pour la qualité de l'air dans Limoilou. Nous, on ne croit pas que les choses vont bien, mais on croit qu'il est possible de faire des choses. Souvent, les citoyens dénoncent des choses, mais ils ne sont pas informés. Une fois qu'on est informé, on est responsable de ne rien faire ou d'assumer ses connaissances puis de tenter des interventions. Ça fait qu'on peut espérer.
Un outil comme ça, c'est un bon début. Le directeur de santé publique a recommandé en 2023 d'accélérer l'assainissement de l'air de Limoilou. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est fait finalement. Alors, justement, en regardant les données historiques de cette application-là, on va pouvoir voir comment ça a évolué, quels sont les événements plus particuliers. En terminant, les données du site repère datent de 2024. Mais Sol Zanetti s'engage à les actualiser aussi rapidement que le gouvernement les rendra disponibles. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Bon, maintenant, on parle beaucoup de Formule 1 et de hockey à Montréal ces jours-ci, notamment, bon, bien sûr, avec le Canadien, mais aussi la victoire de Montréal. Mais il ne faut pas oublier la Coupe du monde de la FIFA qui va débarquer au pays dans quelques semaines. La métropole a d'ailleurs accueilli le convoité trophée de l'événement sportif aujourd'hui et Marika Simari était. Dans 3 semaines, le Canada va accueillir la Coupe du monde de soccer. C'est un événement historique. Mais aujourd'hui, à Montréal, les célébrations ont déjà commencé. What emotion comes to you first when you touch the FIFA Cup? I remember the day that after the final, we won the trophy. We came back to Italy, and the people was crazy. This is the best thing when you see the people. C'est comme si le fait d'avoir cette Coupe du monde rendait peut-être plus accessible ce sport-là, plus près de nous, parce qu'on a l'impression que ça se passe toujours ailleurs. Oui, moi toujours les Coupes du monde quand j'ai grandi, c'était toujours faut aller ailleurs pour la regarder. Faut la voir, c'est comme si c'était le sport d'ailleurs. Okay. Et là, maintenant que c'est un sport de prédilection au Canada, puis qu'elle est au sol canadien, je pense que ça va juste ancrer encore plus que on fait partie de cette famille de soccer. Un jeune d'ici peut vraiment rêver à dire « Moi, je veux participer et représenter le Canada un jour à une Coupe du monde. » Pour quelqu'un qui veut devenir joueur de soccer, c'est un peu le trophée le plus prestigieux. Toi, tu veux devenir joueur de soccer? Tout le monde ici. Ouais, ça veut devenir joueur professionnel. Jouer pour représenter notre pays pour la Coupe du monde. La Coupe du monde, c'est un trophée historique qu'on peut presque jamais voir. C'est une fois dans une vie, en fait. Ouais. Fait que là, vous l'avez vu tout à l'heure, le trophée. Là. On a manqué de l'école pour venir. Vous avez manqué de l'école. OK, vous êtes des vrais passionnés. C'est un moment important et on va surtout... Ça m'étonnerait qu'on le revoie. Alors, on a manqué l'école juste pour venir pour voir le trophée. On parle de la fièvre du hockey là, depuis des semaines. Pourquoi est-ce que le soccer, c'est un sport qui est si le fun, si accessible, que vous avez envie de faire vivre à vos enfants? Je pense que ça va plus loin que le soccer. Toute l'ambiance qu'il y a autour du soccer, toute l'excitation qui monte tranquillement au Canada, c'est plus gros que seulement le sport. Qu'est-ce qu'il faut suivre là, durant cette Coupe du monde? Qui on suit? Quelle équipe on suit? On suit le Canada parce que c'est notre pays. Ouais. Sentez-vous que justement l'arrivée de la Coupe du monde au Canada va susciter peut-être de la curiosité, de l'éveil chez cette jeune génération? Ici, quand le CF Montréal est arrivé, on a vu déjà un début d'engouement qui se concrétisait. Puis sincèrement, d'un point de vue municipal, là, les jeunes nous demandent de plus en plus d'avoir accès à des installations de qualité au niveau des plateaux, notamment de soccer, à travers la ville. Donc, on voit vraiment que le besoin est là, que la volonté de pratiquer ce sport-là est là. I think it's growing up slowly. Because you have hockey, I know the culture in this city. We have to respect this, yeah. But I think the most popular sport in the world is soccer, and it's going to grow in Montreal, in Canada too. À Montréal, Marika Simari pour Nouveau Info. La fièvre des séries fait aussi vibrer Montréal, surtout après la victoire éclatante du Canadien à leur premier match contre les Hurricanes. On retourne parler avec nos collègues de RDS, Yannick et Frédéric, qui sont toujours, bien sûr, en direct du circuit Gilles Villeneuve pour le week-end de la F1. Mais là, on va mettre la F1 un petit peu de côté parce qu'on va parler du Canadien de Montréal. Parce que hier soir, ça a été une grosse victoire pour les hommes, bien sûr, de Martin Saint-Louis. On n'arrêtait pas de crier, nous autres, dans notre salon. T'étais vraiment pas la seule. Je sais, je t'entendais de chez moi, mais t'étais vraiment pas la seule. Même ici, on en avait glissé un mot hier, même ici, bien des gens se promènent avec le chandail du Canadien de Montréal. On avait même donné des chandails aux pilotes de Formule 1 à
l'effigie du Canadien de Montréal. Mais donc hier, on avait hâte de voir de quelle manière les hommes de Martin Saint-Louis allaient entreprendre cette série. Et après un but rapide des Hurricanes en début de match, les hommes de Martin Saint-Louis, justement, ont rapidement répliqué avec entre autres ce but de Cole Caulfield. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on se posait tellement la question à savoir est-ce que le momentum du Canadien aura le dessus sur une équipe qui est en congé depuis longtemps. Peut-être que les Canes avaient les jambes un peu lourdes, avaient de la difficulté avec leur jeu. Tout ça pour dire que c'est une victoire importante pour le tricolore qui prend les devants 1-0 dans la série et de remporter ce premier match sur la patinoire adverse, soudainement, c'est le tricolore qui se retrouve avec l'avantage de la patinoire. Bref, avec ce qu'on a vu hier sur la glace, il est permis d'espérer que le tricolore vraiment s'en tire à bon compte dans cette série-là. Ça promet. Vraiment. On est venu briser les 8 victoires de suite également des Hurricanes de la Caroline. Voilà. Donc, c'est quand même assez positif. Tout ça reste à voir pour la suite. Et fait quand même assez étonnant aussi, il faut qu'on en parle, c'est Stéphane Robida qui dirigeait l'entraînement du Canadien aujourd'hui. Est-ce qu'on sait pourquoi, là? Bon, Martin Saint-Louis a délaissé le Canadien même avant le début de la série, quand Kent Hughes a rencontré les journalistes. Kent Hughes avait dit « Ne vous en faites pas. Martin Saint-Louis sera à son poste demain pour le premier match. » Et aujourd'hui, Martin Saint-Louis n'était pas là parce qu'il assistait à la graduation de son fils. Va être à son poste demain pour le deuxième match de cette série. Et hier, dans ce match, entre autres, Philippe Danault qui s'est démarqué avec un but, une passe, 4 tirs bloqués. Philippe Danault qui a été acquis par Kent Hughes au mois de décembre dernier pour ajouter un peu de profondeur et avoir également un joueur capable d'évoluer sur des missions défensives. Donc, on va écouter justement des extraits sur Philippe Danault, mais également des Hurricanes de la Caroline qui sont peut-être un peu ébranlés après le match d'hier. I think he was just, trying to, keep the guys engaged, especially after that first period when, we had a lot of momentum and just telling the guys that we knew that they were going to come out hard in the second period, which they did, and we noticed that. But, stay composed and, treat it like it's a 0-0 game. Ouais, il est encore coquin. Non, Phil, c'est un gars qui est fun à côtoyer. C'est un gars qui adore les grands moments. C'est un gars qui joue des grosses minutes pour nous. C'est un gars qui carbure au challenge. Puis, on est content de l'avoir parmi nous. Puis, on était justement avec lui. C'est un gars qui, comme je l'ai dit, qui est fun à côtoyer, qui a une belle énergie. Puis, c'est un teammate incroyable. Donc, le match hier est terminé, on recommence à zéro, on doit recommencer à zéro. On se prépare pour le match de demain. Demain, c'est une nouvelle journée. Je sais, c'est des clichés. On n'a pas de contrôle sur comment eux vont sortir. On a du contrôle sur comment nous, on va réagir, comment on va jouer. Puis je pense que c'est de garder le focus sur vraiment comment on veut jouer. On n'a pas eu beaucoup de tirs en deuxième période, donc je pense qu'on peut fixer ça. Puis je pense qu'on peut avoir plus de temps en zone offensive je pense en bougeant nos pieds, en battant nos joueurs 1 contre 1. Puis je pense que c'est en faisant ça qu'on va avoir du succès. Parce que c'est certain, Sabrina, que les Hurricanes, la façon dont ils ont joué en deuxième période, c'est probablement la version des Hurricanes qu'on va voir demain dans le deuxième match. Alors, le Canadien est mieux d'être prêt. Oui, vraiment. Mais il faut dire, on sent qu'ils sont peut-être un petit peu plus prêts parce que pendant les 2 premières rondes, on se disait, où le premier trio du Canadien? Mais finalement, on a senti que ça a débloqué hier au premier match. Entièrement raison. Et le Canadien ne pourra pas gagner sans l'apport de son premier trio à 5 contre 5 à forces égales. C'est un bon point que tu soulèves. 8 points hier pour le premier trio du Canadien. C'est de bon augure, évidemment, pour, encore une fois, la suite des choses pour le tricolore, Sabrina. Et sinon, dans l'Ouest, la série se poursuit ce soir, cette fois. Oui, les Golden Knights de Las Vegas qui ont fait ce que le Canadien a fait hier, c'est-à-dire aller arracher une victoire sur la glace de l'Avalanche du Colorado. Donc, l'Avalanche qui va tenter de créer l'égalité dans cette série. Tout comme le Canadien, les Golden Knights qui ont repris l'avantage de la patinoire. Les Golden Knights sont privés de Mark Stone, de leur capitaine, et l'Avalanche qui sera privée à nouveau de leur défenseur étoile, Cale Makar. Bien sûr. Et merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, encore plus tard dans le bulletin. À tantôt. À tantôt. C'est ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. L'Alberta va tenir un référendum sur son indépendance. Quel impact sur le mouvement souverainiste québécois? Aussi, une quinzaine de députés libéraux expriment leur malaise à Mark Carney en lien avec l'entente signée avec l'Alberta. Le commentaire d'Alain Reyes. Et entrevue avec le président du Grand Prix du Canada, on reçoit Jean-Philippe Paradis en direct du circuit Gilles Villeneuve.
Mais d'abord, on revient maintenant sur cette histoire d'un Montréalais qui poursuit Ferrari Québec pour plus de 20 millions de dollars. Bon, je vous rappelle qu'il a subi des brûlures graves et a même failli mourir après une explosion dans un concessionnaire. Ça se passe en 2024. La voiture qui a explosé appartenait au millionnaire Luc Poirier. L'homme d'affaires ignorait qu'un mécanicien aurait retiré des pièces de sa Ferrari. Et j'accueille sur le plateau ma collègue de CTV, Maya. Bonsoir, Maya. Bonsoir, Sabrina. Alors, bien sûr, tu as travaillé sur le dossier et tu as fouillé et maintenant, tu as des nouvelles informations. Là. Exactement. CTV News a obtenu des images exclusives captées par une caméra de surveillance de Ferrari Québec, des images qui montrent le moment de l'explosion. Richard Papazian nous a expliqué qu'il n'a même pas encore regardé cette vidéo. Il n'a pas vu ces images puisqu'il reste encore traumatisé par les événements. C'est traumatisant. Ça vous empêche de dormir? Je dors pas bien. Je dors pas bien. Ça fait presque 2 ans depuis l'accident. Et les images que nous allons vous montrer ont été brouillées, mais elles sont quand même troublantes. Comme tu as mentionné, Sabrina, la voiture qui a explosé appartenait à nul autre que le multimillionnaire Luc Poirier. Poirier nous a confirmé que sa voiture était au concessionnaire pour des réparations cosmétiques, mais qu'un mécanicien de Ferrari Québec aurait retiré la rampe d'injection et les injecteurs du véhicule à son insu et sans son consentement, le consentement de Luc Poirier. Quelques semaines après, quand un vendeur montrait la voiture à Richard Papazian, a tenté de démarrer le moteur à plusieurs reprises pour qu'il puisse entendre le son du moteur. La voiture a explosé. Et selon leur poursuite, le Ferrari 360 était une véritable bombe à retardement. Papazian, comme vous le voyez, allègue que l'incident a été causé par négligence grave, une imprudence et faute intentionnelle. Et la poursuite soulève aussi des questions concernant l'absence totale de couverture médiatique suite à une explosion qui a laissé une victime avec des brûlures graves qui mettait sa vie en danger. Grâce à un rapport policier qui nous a été fourni par une source, CTV News a appris que des lignes de communication médiatique ont été préparées, mais que ce rapport médiatique n'a pas été mis sur la boîte vocale du SPVM. Et vous pouvez voir le reportage complet ce soir à 18h à CTV News. Bien sûr, également sur le site web de CTV et de Nouveau Info. Merci beaucoup, Maya, avec ces nouvelles informations-là. Merci, Sabrina. Et maintenant, en marge du Grand Prix, Gilles Villeneuve a été honoré. Il est officiellement désigné personnage historique du Québec. Le pilote automobile reconnu pour sa fougue, son style audacieux et spectaculaire, a remporté 6 Grands Prix en Formule 1 avec l'écurie Ferrari. Il est le premier Québécois à avoir une carrière internationale, le seul à remporter la course à Montréal, exploit réalisé en 1978. Gilles Villeneuve rejoint les Maurice Richard, Thérèse Casgrain, René Lévesque et Louis Cyr. Cette reconnaissance officielle est accordée à ceux qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire du Québec. C'était un geste qui s'imposait, vraiment. Un geste qui était attendu de longue date. Grâce à lui, le Québec a brillé partout de par le monde. Et les Québécois en ont été et continuent de l'être très fiers. Au-delà de ces victoires et des statistiques, ce qu'on aimait, ce que vous aimiez de mon père, c'était son authenticité, je l'ai entendu dire tantôt, son audace pure, et c'était aussi son refus viscéral d'abandonner. Peu importe les conditions, les virages ou même les obstacles. Aux États-Unis maintenant, 4e départ de l'administration Trump en peine 3 mois. C'est au tour de la chef du renseignement, Tulsi Gabbard, de donner sa démission, qui sera donc en vigueur le 30 juin. Elle a évoqué des raisons personnelles. Les médias la disaient fragilisée à la suite des propos récents sur l'Iran. Pam Bondi, Kristi Noem et Laurie Chavez de Remer ont toutes été remplacées par des hommes. Bon, maintenant, c'est officiel, l'Alberta qui va tenir un référendum. Ça va se passer en octobre prochain pour savoir si elle doit enclencher le processus qui mène à l'indépendance. Comme les indépendantistes québécois accueillent cette nouvelle, Éliott Tremblay est allé à leur rencontre.
autres. I will be requesting our government add an additional question to the October 19th referendum vote announced previously. Ça fait des mois que des groupes albertains font signer des pétitions. Il y en a qui veulent quitter le Canada, d'autres qui veulent rester. Il y a même une pétition pour rester qui a récolté plus de 400 000 signatures. Mais celle pour l'indépendance a été bloquée en cours. Et c'est une décision qui a choqué Danielle Smith. Alors, son gouvernement a décidé de prendre les devants et de poser sa propre question aux Albertains. I support Alberta remaining in Canada. That is how I would vote on separation in a provincial referendum. It is also the position of my government and my caucus. However, despite my personal support for remaining in Canada, I am deeply troubled by an erroneous court decision that interferes with the democratic rights of hundreds of thousands of Albertans. Donc voilà, l'Alberta va entrer en référendum pour voir si elle entrera en référendum par rapport à la souveraineté de sa province. Et je suis allé voir comment les gens ici au Québec perçoivent cette décision de l'Alberta. La volonté souverainiste en Alberta n'est pas aussi élevée que celle du Québec dans les sondages, donc je ne sais pas à quel point ça va influencer le Québec, mais certainement des choses qui se passent entre le PQ et les gouvernements en place en Alberta. Donc... Ah, ben c'est leur choix à eux, là. Nous, on n'a pas à se mêler de ça. De toute façon, je suis souverainiste, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas aller contre. Ben, je l'espère, pour vrai, parce que ça peut qu'apporter du bien, je pense, au Québec. Ensemble, on peut aller très loin. Avec l'amour, la compréhension, les idées, on peut aller loin. Parce que le Canada, c'est la plus belle beauté au monde. C'est l'union fait la force. Ça, c'est la vérité. Là, je m'en vais rencontrer la présidente des Oui Québec, un mouvement de mobilisation pour l'indépendance du Québec. Est-ce que ça pourrait mettre de l'huile sur le feu du mouvement ici au Québec? Je pense que ça va nous permettre d'observer comment le gouvernement fédéral va se gouverner envers l'Alberta. Puis c'est ce qui va être intéressant pour nous, les indépendantistes. C'est sûr que moi, je souhaite que tous ceux qui veulent s'autodéterminer, comme l'Alberta veut le faire, puissent le faire, évidemment, de la façon la plus bienveillante, démocratique possible. Je comprends que c'est leur souhait. Mais ça reste deux causes qui sont vraiment différentes. En fin de semaine, les Oui-Québec organisent un événement qui s'appelle Faire pays, où on va discuter de l'indépendance du Québec. Il est fort à parier qu'on va aussi parler de la décision de l'Alberta. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Bonjour Alain. Salut Sabrina. Bon, ça fait jaser cette histoire de référendum-là du côté de l'Alberta. Est-ce que tu penses que les démarches des séparatistes albertains ont une chance d'aboutir à quelque chose? Bien, d'après les sondages que l'on voit, je ne le crois pas, surtout que là, le mouvement pro-Canada, que l'Alberta reste à l'intérieur du Canada, est en train de se mobiliser. D'après les sondages, ça tourne aux alentours de 25 % de la population. Puis c'est ça le grand défi de Danielle Smith, parce qu'elle travaille sur 3 fronts. La colère des Albertains, des gens de l'Ouest, la montée du mouvement séparatiste, et je rajouterais un 3e élément, sa propre survie politique, parce que même les indépendantistes sont insatisfaits de ce qu'elle a mis en place, parce que c'est comme un premier référendum pour demander une autorisation pour en faire un autre, avec une question qui est très, très longue. Là, j'éviterai de la relire en nombre, mais j'ai un point aussi sur cette question-là, quand même. Rester ou non, là. Oui, mais c'est ça. Mais la question est quand même à la positive. C'est pas est-ce que vous voulez sortir du Canada, c'est est-ce qu'on veut rester dans le Canada. Ça aussi, est-ce que c'est une tactique, une technique pour amener ça peut-être plus positivement? Bien, je dirais plutôt qu'elle n'avait pas le choix, parce que là, le tribunal a donné raison aux Premières Nations et a dit que tout le processus de pétition qu'elle avait mis en place pour qu'un groupe, en déposant ça, lui permette de demander un référendum, a dit que c'était illégal, que ça ne fonctionnait pas. Donc, elle a dû changer, parce que la question de la pétition, c'était: voulez-vous que l'Alberta devienne indépendant, oui ou non? C'est pour ça que les mouvements indépendantistes sont frustrés et ont carrément dit immédiatement après qu'ils allaient travailler à destituer la première ministre, la renvoyer comme ils ont fait avec Jason Kenney. Donc, ce mouvement-là est très fort et elle est prise avec cette base parce qu'elle a joué avec cet élément pour se faire élire comme chef et comme première ministre. Mais là, dans une conférence de presse cet après-midi, Danielle Smith a dit qu'elle va militer pour que l'Alberta reste dans le Canada. Donc ça aussi, à un certain moment, ça va être difficile peut-être pour sa carrière politique, comme tu disais. Là. Tout à fait. Donc, le mouvement indépendantiste, sa base qui, elle, veut se séparer, va travailler contre elle. Puis, ce qui est intéressant, c'est que du côté de Pierre Poilievre, du mouvement, qui est le leader du mouvement conservateur
canadien fédéral. Il a clairement dit qu'il allait être du côté du pro-Canada, du côté de ceux qui veulent rester, faire en sorte que l'Alberta reste à l'intérieur du Canada. Et il va s'assurer que tous ses députés travaillent dans ce sens-là. Donc, il y a des députés conservateurs au niveau fédéral qui sont de l'Alberta, qui sont très proches de ceux et celles qui sont pour l'indépendance. Donc, il risque d'avoir beaucoup de friction dans le mouvement conservateur. Et je le répète, surtout dans cette base-là, qui ne représente pas nécessairement l'opinion de tous ceux et celles qui ont voté conservateur en Alberta et à travers le pays. Et là, maintenant, en même temps, on a Mark Carney qui a appelé aussi les Albertains à demeurer là, au sein du Canada aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, peut-être, pour calmer le jeu? Bien, premièrement, on a vu qu'il l'a dit de façon très posée. Donc, il garde son style qui plaît à de plus en plus de monde et aussi à des Albertains. Et je pense que la meilleure façon pour lui de montrer que le Canada est ouvert à avoir l'Alberta encore à l'intérieur de sa confédération, c'est de travailler avec eux, montrer de l'ouverture pour leurs projets énergétiques, comme il le fait déjà, montrer sa bonne foi qu'il a comme gouvernement, donc un gouvernement qui veut coopérer, non pas imposer, comme on a vu dans le passé avec le gouvernement libéral. Merci beaucoup, Alain. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Au retour, il n'y a pas que les courses sur le circuit Gilles Villeneuve. On vous propose des activités à faire tout au long du week-end de la F1. On retourne maintenant en direct sur le circuit Gilles Villeneuve et je joins maintenant le président de Formula One Grand Prix du Canada, Jean-Philippe Paradis. Bonsoir, Monsieur Paradis. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est extraordinaire, c'est une belle opportunité. Bien, ça fait plaisir. Et là, vous êtes actuellement donc dans ce qu'on appelle, bien sûr, les paddocks. Dites-moi comment ça s'est passé, cette première journée-là. Aujourd'hui, beaucoup d'ambiance? Une ambiance extraordinaire, je dirais. Les fans, les Montréalais, les gens qui viennent de l'extérieur étaient tous au rendez-vous avec un beau sourire, une température parfaite. On sent que l'été s'en vient, une belle effervescence. Les gens ont hâte également que la compétition au niveau de la Formule 1 reprenne après un léger arrêt. Donc, beaucoup d'ambiance dans les paddocks. Et ce n'est que vendredi. Imaginez demain, ça va être extraordinaire. Vraiment. Et justement, bon, cette année, il y a quand même plusieurs nouveautés pour le Grand Prix de Montréal. L'an dernier, on avait la F1 Academy. Et là, il y a l'arrivée de la Formule 2. À quoi on peut s'attendre de ces courses-là? Et peut-être pour les gens qui ne connaissent pas la Formule 2, c'est quoi? En fait, la Formule 2, c'est un peu l'antichambre de la Formule 1. C'est les futurs pilotes qui vont arriver dans la Formule 1 éventuellement dans quelques années. Ce sont des voitures excessivement performantes. Ce qui est extraordinaire avec cette compétition-là, c'est que tous les pilotes ont la même voiture. Donc, c'est vraiment le pur talent qui font généralement la différence. Donc, cette année, on va avoir la chance de les avoir au Canada pour la première fois. Il va y avoir deux courses. Il y a la Formule Sprint, là, qui est vraiment une course beaucoup plus courte, et également la Formule plus longue, là, la Formule traditionnelle qui va avoir entre autres le dimanche. Et là-dedans, il y a plusieurs futurs talents qui vont être présents. Donc, on est très excités de pouvoir offrir ça à nos fans. Puis on s'attend également à un bel accueil de la part de tout le monde. Justement, cette année, on va accueillir aussi la première course de sprint. Ça aussi, pourquoi cette nouveauté-là? En fait, c'est relativement simple. Faut comprendre que dans un Grand Prix traditionnel, il y avait toujours l'équivalent de plusieurs essais libres, où est-ce que les pilotes et les écuries faisaient des essais sur leur voiture pour tester leur moteur, leurs compétences. Mais dans le fond, quand on pense, ce que les gens veulent vraiment, c'est voir plus de compétition. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient transformer, je te dirais, certains de ces essais libres, entre autres avec une nouvelle course qui est la course sprint. Et également, ce que ça fait, c'est que durant le week-end, en fait, il y a la course traditionnelle, il y a la course sprint, mais il y a également deux qualifications. Tu as la qualification pour la sprint, mais également pour la longue course. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup de compétition. On peut voir les meilleurs athlètes au monde performer plus longtemps. Et ça fait en sorte également que ça vient bonifier l'offre du samedi et du vendredi pour n'importe quel amateur qui vient sur place ici. Et en parlant de bonifier l'offre aussi, une nouvelle nouveauté, c'est-à-dire qu'il y aura des spectacles de musique qui seront offerts en fin de semaine, notamment avec Simple Plan.
En fait, exactement. Donc, une chose qu'on a faite pour la première fois, c'est qu'on vient activer beaucoup à la plage. On a créé une plateforme sur l'eau avec un stage. Et entre autres, on a voulu lancer une série de concerts vendredi, samedi et dimanche, dont entre autres Brian Adam qui va être ici samedi, et pouvoir offrir entre autres à tous les spectateurs, entre autres, de pouvoir continuer à bénéficier du site, écouter vraiment ce qu'on appelle le talent canadien. Et en même temps, ce que ça permet, c'est que ça permet de mieux contrôler également les sorties, je dirais, du site, parce qu'au lieu que tout le monde parte en même temps, il y en a plusieurs qui vont vouloir rester sur place pour pouvoir bénéficier. Donc, ça fait deux choses. On offre une meilleure expérience, évidemment, aux gens qui sont sur place, puis on permet également d'améliorer la fluidité au niveau du trafic. Donc, on est très excités par ça. Vraiment. Peut-être un défi que vous aviez cette année, parce que c'est la première fois que le Grand Prix du Canada est présenté comme ça à la fin du mois de mai. Qu'est-ce que ça a changé là, au niveau de l'organisation du Grand Prix? Bien, ça change quand même beaucoup de choses. Comme on le sait, on a un hiver assez rigoureux ici au Québec. D'ailleurs, on est le seul Grand Prix qui s'organise et qui se prépare dans des conditions nordiques. Donc, qui parle de devancer la date dit également que ça doit se faire dans un plus court laps de temps et prendre en considération l'espace nordique. Donc, pour pouvoir y arriver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé très fort avec la Ville de Montréal également et le Parc Jean-Drapeau pour commencer les installations déjà à l'automne pour prendre un peu d'avance. L'hiver a été rigoureux cette année, on le sait. Elle a commencé environ de mi-novembre jusqu'à, on pourrait dire quasiment jusqu'à mi-avril. À cause qu'on était en mesure de prendre de l'avance, on a été capable de livrer ça à temps. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a moins de temps pour se préparer dans l'année en cours. Mais si on s'y prend d'avance, on y arrive. Puis cette année, on a fait on a revu, entre autres, les installations de la Formule 1, puis sont excessivement très, très, très heureux de ce qui a été livré en mai. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et peut-être juste en quelques phrases, on sait que Montréal est vraiment en mode sport depuis quelques semaines. On ajoute également le Grand Prix ce week-end. Mais il y a les pilotes de Formule 1 qui ont eu la chance d'avoir des chandails quand même des Canadiens de Montréal. Est-ce que les coureurs savaient un peu ce qui se passait avec le Canadien, mais ont été surpris de recevoir les chandails? Je dirais qu'il y a environ la moitié qui connaissent l'histoire des Canadiens, ce qui se passe à Montréal, ceux qui sont habitués de venir. Certains étaient un petit peu moins nécessairement au fait, mais je peux vous garantir que quand on leur a remis leur chandail des Canadiens, ils étaient tous très heureux et très excités. Et ça crée une effervescence actuellement à Montréal avec évidemment la victoire entre autres de l'équipe féminine à Montréal, également le Canadien qui fait super bien, puis évidemment d'avoir la Formule 1, c'est extraordinaire. Puis je peux vous dire que les gens de la Formule 1 sont très contents de voir également notre équipe de hockey qui compétitionne très bien actuellement. Vraiment. Monsieur Paradis, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite un excellent Grand Prix ce week-end. Merci beaucoup d'avoir donné l'occasion et je souhaite une très belle fin de journée. Vous aussi. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Sabrina. Alors, qui dit Grand Prix, dit festivité. Cette année, il y a plusieurs spectacles qui sont présentés en soirée sur l'île Notre-Dame. Le Grand Prix qui présente une programmation 100% canadienne avec coup d'envoi ce soir du spectacle de Matt Lang ainsi que Simple Plan. On les écoute avec I'm Just a Kid, leur méga succès. Demain, entre autres, Brian Adams qui sera là dimanche, le spectacle d'Alicia Cara. Et là, je suis allé faire un tour sur le site et c'est possible d'aller voir que les spectacles. Donc, vous pouvez prendre, il y a différents forfaits, donc vous pouvez aller qu'au spectacle, mais également aller faire un tour aux courses. Donc, il y a différents forfaits qui sont disponibles. Ça, c'est intéressant. Et sinon, beaucoup d'ambiance, évidemment, au centre-ville de Montréal et notamment sur la rue Crescent. Oui, ça grouille sur la rue Crescent. Vous allez voir des images d'ailleurs de notre vidéaste Joey qui est allé faire un tour plus tôt cet après-midi. Voitures de luxe, il y en a en masse si ça vous tente de voir ça. Il y a également plusieurs simulateurs de course, il y a des arcades, il y a des spectacles DJ. Alors, beaucoup d'ambiance sur la rue Crescent toute la fin de semaine. Et bien sûr, il y a des activités thématiques un petit peu partout là, à Montréal pour l'occasion. Bien, il y a différentes façons de se mettre dans l'ambiance de la F1. Il n'y a pas qu'au parc Jean-Drapeau. Je vous parle entre autres de Audi qui va présenter ce soir à l'horloge du Vieux-Montréal. Il y a l'Audi R26 qui va être présenté. C'est cette première voiture monoplace de Audi. Audi qui fait son entrée dans la F1 cette année avec cette voiture-là. Donc, vous pouvez aller l'observer 19h à l'horloge du Vieux-Port. Et également, il y aura un spectacle de drone pour aller avec ça. Et au Centre Eaton, également, simulateur de course pour vous avec les enfants. Ça peut être le fun en famille. Simulateur vous voyez les images. Donc, franchement chouette à faire en famille. Différentes activités aussi pour vous mettre dans la peau d'un pilote. Donc, c'est au Centre Eaton. Ça a lieu toute la fin de semaine. Et c'est possible aussi de célébrer le Grand Prix avec des parties, bien sûr.
sûr. Ça va se coucher tard. Ça va se coucher tard pour le Grand Prix. Entre autres, il y a ce bal interdit qui a lieu ce soir. Bon, c'est au Ritz. Il y a des parties un petit peu plus abordables. Entre autres, il y a ce party, je parle au 4 Cartes, il y a ce party qui a lieu pendant le Grand Prix, donc de 14h jusqu'à 20h. Donc, c'est possible de prendre un petit verre l'après-midi. Il n'y a pas d'heure. Ça, c'est le fun. Écoute, donc 4 Cartes, ça a lieu. On présente l'événement The Greed et c'est en plein après-midi et vous allez pouvoir poursuivre la soirée à la voûte. On vous présente différentes soirées pour le Grand Prix, donc différents DJ. Il y a de la musique et il y a également au New City Gas où on vous propose différentes soirées thématiques pour le Grand Prix. Donc, plusieurs façons de se mettre dans l'ambiance. Et il y a d'autres choses qui se passent un peu partout en province. Oui, on va faire un tour de piste à 22h. Ah ben oui, mais c'est sûr. Si vous ne vibrez pas F1, on va vous faire vibrer sur autre chose ce soir. Voilà. Qui va repartir avec un gros lot de 3 millions de dollars? Eh bien, la caissière et le propriétaire d'un dépanneur de Rigaud se disputent pour savoir qui va remporter le gros lot. L'été dernier, la femme qui travaillait dans une station-service a gratté le billet gagnant, mais elle ne l'a payé qu'après l'avoir fait valider. C'est maintenant la Cour qui devra déterminer à qui l'Auto-Québec devra verser la cagnotte. L'animateur américain de fin de soirée, Stephen Colbert, a tiré sa révérence hier soir. On l'entend, Paul McCartney, qui a été le dernier invité de la dernière du Late Show. Après 11 ans d'antenne, Colbert avait pris le relais de David Letterman, qui avait lancé l'émission. C'était en 1993, émission qui était détestée du président américain Donald Trump. Il y a quelques 2,5 millions de téléspectateurs qui se ressemblaient en moyenne devant chaque épisode. Ce dernier tour de piste a été marqué par plusieurs hommages et beaucoup d'humour. Alors voilà, là-dessus, passez une agréable soirée. Il fait super beau à l'extérieur et nous, on se retrouve à 22h.